Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que du coup, on a un petit problème technique. Antoine Maître qui devait animer le webinaire avec moi, a des petits problèmes de connexion parce que parfois on part en déplacement et qu'on contrôle pas toujours les lieux dans lesquels on se trouve. Donc je vais animer le webinaire, toute seule, mais on va y arriver. Alors je vois merci pour vos réponses. Je vois en tout cas que vous m'entendez. C'est OK pour le son? Est-ce que par contre vous voyez aussi le support? Donc, il y a un support avec un fond gris. Comment optimiser son plan d'action? Est-ce que c'est OK? Je veux bien une petite validation de votre part, s'il vous plaît. C'est super, merci, merci, mais c'est très gentil. OK, allez, je vais, essayer de gérer ça toute seule. On se retrouve aujourd'hui pour, comment optimiser son plan d'action. Donc, j'ai mis une petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry parce que, un objectif sans plan, bah, c'est un vœu. Donc on va voir comment optimiser son plan d'action, comment faire en sorte qu'il soit efficace, comment aussi rentrer son plan d'action sur le logiciel. Donc on va essayer de voir différentes parties. Je vais essayer de répondre à vos questions. Alors juste, on va faire un petit point sur les réglages avant de commencer. Si normalement tout est OK, ça ne devrait pas bugger. Normalement, j'ai une bonne connexion. Si jamais vous rencontrez des difficultés de son ou d'image, vous allez devoir actualiser votre page, soit vous déconnecter, vous reconnecter si possible. Fermez toutes les autres pages d'internet histoire que ça ralentisse pas un petit peu le système. Et c'est vrai qu'il y a des navigateurs qui sont un peu privilégiés, comme, Chrome ou Firefox. Donc, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, en termes du lien du replay, il sera envoyé avec le support, par courriel sous à peu près 24 heures, le temps que Antoine, du coup, fasse tout le nécessaire. Je vais commencer par me présenter. Donc déjà, je présente déjà Antoine qui est derrière et qui vient de vous saluer, qui est, du coup responsable du développement du logiciel Qualitéval. Effectivement, pour ceux qui sont effectivement clients, ils l'ont peut-être déjà eu au téléphone, et s'occupe un petit peu de toute la mise en place du logiciel. Et moi, je suis Cynthia Migliorero. Peut-être que vous m'avez déjà vue sur des webinaires. Je suis formatrice, pour Qualitéval, bien sûr, et je suis aussi évaluatrice sur, du coup, la nouvelle bouture des évaluations de la HAS. De formation, je suis responsable qualité. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans un groupement d'EHPAD où, du coup, j'ai pu animer la démarche qualité de divers établissements. Et à la suite, finalement, d'un changement dans mon ancienne activité, je me suis mise à mon compte et maintenant, je suis formatrice dans tout type de SSMS. J'accompagne les établissements à la démarche d'évaluation. Donc, ça veut dire que je réalise aussi des auto-évaluations. Et sur une autre partie de mon temps, je suis évaluatrice, et donc j'évalue les établissements sur, ce nouveau référentiel. C'est important parce que je vais essayer de faire le lien entre, le plan d'action, du coup, la nécessité et l'obligation d'avoir un plan d'action avec bien sûr, votre obligation, d'avoir, du coup, une évaluation tous les 5 ans. Donc on va essayer de faire un petit peu le lien. En termes de questions, donc, vous avez un onglet chat sur lequel vous pouvez, discuter. Là, je vois que certains, s'animent depuis tout à l'heure et merci. Et vous avez un onglet questions, là, vous pouvez poser vos questions. Donc ça veut dire qu'on a un temps dédié pour, que je puisse répondre à vos questions. J'espère avoir, la réponse. Si je ne l'ai pas, dans tous les cas, je vous le dirai. Et je sélectionnerai les questions qu'il y a pour pouvoir vous donner une réponse à la fin de ce webinaire. Dans ce webinaire, il y a à peu près 3 temps. Il y a une présentation un petit peu plus théorique de cette thématique, donc le plan d'action. Il y a une partie démonstration du logiciel et il y a une partie questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, c'est sur l'onglet questions et Antoine va essayer de m'aider quand même à distance pour pouvoir aussi mettre, certaines questions en priorité. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour cette petite présentation déjà. Antoine, du coup, a lancé un sondage. C'est important pour nous de savoir où est-ce que vous en êtes plus ou moins dans votre plan d'action. Donc, à quel point estimez-vous que votre plan d'action est optimisé? Est-ce qu'il n'est pas du tout structuré? Est-ce qu'il y a quelques éléments dans votre plan d'action, mais il reste quand même assez flou finalement?
Est-ce qu'il est formalisé? Certes, nous avons un plan d'action formalisé, mais il n'est pas suivi. Ou est-ce qu'il est, clair, suivi et vous le mettez à jour régulièrement? Donc je vous laisse répondre à ce sondage qui va nous donner peut-être une tendance un petit peu des personnes qui sont présentes. J'espère que vous l'avez. OK. On va commencer par je regarderai un petit peu le résultat du sondage après. On va commencer par la définition du plan d'action. Alors, au niveau du plan d'action, il est vrai que, ça peut être un petit peu barbare. On ne sait pas exactement qu'est-ce que l'on va mettre dans notre plan d'action. Donc un plan d'action, déjà, au niveau de sa définition, ça sert à transformer une stratégie, un objectif, en résultat un petit peu plus concret et mesurable. On va voir qu'il y a une manière de créer un plan d'action, qu'il y a une méthodologie. Donc votre plan d'action, c'est un outil de pilotage et un levier de mobilisation. Donc, on va voir que le plan d'action, ça va vous permettre de transformer en fait, des actions en quelque chose de concret. Il y a des composantes, donc clés, hein, dans ce plan d'action, c'est qu'il faut d'abord qu'on ait des objectifs qui soient clairs. Donc on va voir qu'il y a des techniques que vous connaissez très bien, pour avoir des objectifs clairs. Il faut qu'on ait, en plus de ces objectifs clairs, qu'on ait des actions qui soient précises. Parce qu'on va attendre que ces actions, elles soient quand même mesurables et qu'on puisse du coup s'assurer qu'elles soient réalisées ou pas. Il faut qu'on ait, donc, du coup des responsables identifiés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de pilote ou de responsable d'action. Qu'on ait des échéances définies, donc, ça peut être aussi parfois appelé des dates d'échéance et parfois on va parler de date de début et de date d'échéance de l'action et qu'on ait des indicateurs. On va voir qu'il y a plusieurs manières de mettre en place des indicateurs. On ne vous demande pas bien sûr d'avoir un tableau des indicateurs, comme une usine à gaz, mais on va voir qu'on peut mettre en place des indicateurs de suivi, d'efficacité, de réalisation dans notre plan d'action. Le plan d'action, possède des objectifs. Dans les objectifs, le premier, c'est de structurer la mise en œuvre d'un projet, ou d'un objectif. Donc, en fait, il va se décomposer ce plan d'action en différents objectifs, donc des objectifs globaux et dans lesquels on va avoir des actions concrètes qui vont être compréhensibles et réalisables. On va voir que parfois on a tendance, à mettre beaucoup d'actions dans notre plan d'action et en fait, on a du mal à les évaluer et c'est là qu'on se retrouve en difficulté parce qu'on se dit: «Ah, cette action, bon, ben, finalement, est-ce que je l'ai finie? Est-ce que je l'ai pas finie? Qui était son responsable? Quand est-ce qu'elle devait commencer? Quand est-ce qu'elle devait finir?» et en fait, on se perd un peu dans le suivi de notre plan dans notre suivi de notre plan d'action. C'est pour ça qu'il est important d'assigner des responsables, donc d'assigner des responsabilités. Ça permet tout simplement d'identifier qui fait quoi, quand et comment et surtout à quel moment. Parce qu'on sait que quand on a des plans d'action, parfois on peut se retrouver un petit peu dans des flous organisationnels. Ah bon, mais je pensais que c'était toi qui devais réaliser cette action. Mais finalement, c'est dans notre plan d'action, c'est marqué que c'est par exemple le responsable qualité, c'est le responsable qualité qui doit mener cette action. Ça n'empêche pas aux responsables qualité d'avoir des copilotes ou des personnes référentes pour la mise en œuvre de cette action. Après, il faut suivre l'avancement. Ça veut dire que si on a régulièrement un état des lieux, un état d'avancement, ça permet quand même d'avoir une vision claire des actions qui sont engagées parce que l'on a mis en place des dates d'échéance et des indicateurs de suivi. Ça nous permet de répartir aussi notre charge de travail, la date d'échéance. Si vous avez toutes les dates d'échéance dans le second semestre 2025, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être qu'il va falloir un petit peu étaler les dates d'échéance pour pas du coup surcharger les personnes dans la démarche qualité. Et on le sait
que quand on rentre en démarche d'évaluation, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'actions à mettre en place. Et je reprécise et là vraiment je fais une petite parenthèse, attention, ce que l'on attend en démarche d'évaluation, ce n'est pas que vous soyez à 4 sur tous les critères. C'est que vous soyez dans une démarche d'amélioration continue. Il c'est possible qu'à certains critères, vous soyez à 2 parce que vous n'avez pas encore engagé la totalité des actions dans votre objectif ou parce que vous êtes encore en cours de mise en place du projet. C'est pour ça que c'est important de suivre l'avancement de notre plan d'action. Quand on a un plan d'action bien défini, bien engagé, c'est vrai que ça permet, aux différents, du coup, responsables d'avoir un petit peu un référentiel partagé de tous les acteurs de la démarche qualité. Ça évite les malentendus et ça permet à chacun de savoir quelles sont les actions que l'on doit engager. Parce que sur le logiciel, effectivement, c'est ou si vous avez un fichier Excel que l'on peut filtrer, c'est toujours bien d'avoir un petit peu son plan d'action personnel pour se dire: «Ben, voilà, ça, c'est toutes mes actions sur le trimestre ou tout simplement sur le mois, sur l'année». Ça nous permet d'anticiper et de réajuster. Quand l'on fait un comité de pilotage et que l'on prend notre plan d'action et qu'on se rend compte que finalement, on a du retard peut-être sur la mise en œuvre d'un projet ou que l'on a rencontré des barrières, finalement des freins, on va réajuster et décaler peut-être notre date d'échéance ou même décaler la date de début du projet parce qu'on a pris un peu de retard. Donc, on va ajuster en temps réel. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un comité de pilotage qui drive ce plan d'action. C'est quand même, malgré tout, un outil qui nous permet de rendre compte aux parties prenantes. Ça nous permet de justifier nos choix, de valoriser les avancées et de démontrer des résultats. On a des plans d'action dans un projet d'établissement. On a effectivement des actions qui sont mises en place par rapport à notre CEPOM. On a des actions quand on réalise, par exemple, un audit sur notre circuit du médicament. On a plusieurs actions et on a des actions même quand on a une inspection ou un contrôle des autorités. Le fait de tout intégrer dans un plan d'action, ça permet quand même de rendre compte à un moment donné aux parties prenantes. Et en plus, quand vous avez votre démarche d'évaluation, le fait d'intégrer après vos axes d'amélioration dans votre plan d'action, ça permet de justifier le travail que vous avez fait dans les 5 années entre vos 2 évaluations. Comme je disais tout à l'heure, il y a un lien avec l'évaluation HAS. Pourquoi? Tout d'abord, on a l'objectif 3.10. Donc, le SSMS, qui veut dire l'établissement, la structure, définit et déploie sa démarche d'amélioration continue de la qualité et de gestion des risques. On attend de vous, à ce moment-là, que vous ayez défini votre politique qualité et gestion des risques dans votre projet d'établissement ou dans une politique qualité à part, si vous voulez la mettre en annexe de votre projet d'établissement. Donc, on attend que vous ayez quand même défini les grands axes de votre politique qualité. Dans les grands axes de votre politique qualité, à un moment donné, il va y avoir la mise en œuvre de cette démarche. Comment vous mettez en œuvre votre démarche qualité et de gestion des risques? La mise en œuvre de la démarche qualité, à un moment donné, passe par la mise en œuvre d'un plan d'action. C'est-à-dire comment est créé votre plan d'action, comment est suivi votre plan d'action, est-ce que vous avez des comités de pilotage et aussi est-ce que votre plan d'action est multisource? Ça veut dire qu'un plan d'action, attention, ce n'est pas que le plan d'action, par exemple, de votre auto-évaluation ou que le plan d'action, par exemple, de votre évaluation. Non, c'est un plan d'action multisource. Dans votre plan d'action, vous devez avoir les actions de votre circuit du médicament, les actions de votre projet d'établissement, de votre CEPOM, les actions des inspections que vous pourriez avoir. C'est un plan d'action multisource. Donc, on attend de vous que vous nous prouviez comment vous mettez en œuvre cette démarche qualité et comment vous drivez votre plan d'action. C'est un outil essentiel dans la démarche qualité. Ça va être difficile de prouver que vous mettez en œuvre une démarche qualité sans montrer votre plan d'action. N'oubliez pas de montrer aussi la dernière date de mise à jour de votre plan d'action.
De plus, alors on n'est pas là effectivement pour faire une présentation d'évaluation HAS, mais je refais juste, un petit point. Il y a 18 critères impératifs dans ce référentiel, hem, que l'on va finalement, que l'on va évaluer en tant qu'évaluateur et on va demander et en tout cas on va s'assurer que vous soyez coté à 4 ou étoiles pour ces critères impératifs. Attention, il n'y a pas mort d'homme si par exemple on n'est pas coté à 4 étoiles sur un critère impératif. Mais par contre, les autorités imposent que vous mettiez en place un plan d'action spécifique en cas de cotation inférieure à 4 étoiles sur un critère impératif. Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez comment, créer un plan d'action. Qu'est-ce que l'on attend de vous? Donc ça veut dire qu'il va falloir aller sur votre plan d'action, créer votre objectif, mettre en place les actions associées avec un pilote et une date d'échéance. Donc, si par exemple, vous n'avez pas validé le critère impératif du circuit du médicament, qui est du coup que pour les établissements du médico-social, attention, vous aurez par exemple en objectif sécuriser le circuit du médicament, parce que le critère impératif, c'est la sécurisation du circuit, attention. En action, par exemple, vous aurez fermé les armoires à pharmacie si, par exemple, l'évaluateur a remarqué que vos armoires à pharmacie n'étaient pas fermées. Le pilote, c'est peut-être l'infirmier coordonnateur, ça peut être le médecin coordonnateur. Ça dépend vraiment des organisations des établissements. Et la date d'échéance, là, peut-être que ça va être à 1 mois, parce qu'attention, critère impératif, ne mettez pas une date d'échéance à dans 1 an. On attend de vous quand même que vous soyez réactif. Donc là, peut-être que la date d'échéance, ça sera du coup le 24 juillet. Donc, savoir créer un plan d'action, ça nous permet donc déjà de préparer notre évaluation. Donc, ça veut dire que si on a fait une auto-évaluation, on va intégrer les actions de notre auto-évaluation dans notre plan d'action. Ça nous permet de montrer que l'on répond aux critères 3.10 sur la mise en œuvre de la démarche qualité. Et en plus, ça nous permet de créer donc notre plan d'action pour les critères impératifs. De plus, quand vous allez recevoir votre rapport d'évaluation, attention, vous savez que les évaluateurs n'ont pas le droit de faire des préconisations. Ils vont par exemple marquer axe de progrès, absence de procédure sur le circuit du médicament. C'est à vous de transformer cet axe de progrès en préconisation et en plan d'action. Donc, c'est pour ça qu'après votre évaluation, vous allez devoir lire ce rapport et le transformer en plan d'action. Alors, on va se poser la question de comment créer une fiche action efficace. Un plan d'action ne servira à rien si vous n'avez pas un objectif clair, précis et mobilisateur. On a peut-être tous vu un peu, soit dans nos études, soit dans notre parcours professionnel, ce que l'on appelle la méthode SMART. La méthode SMART, vraiment, on va l'utiliser dans plein de domaines. Elle nous permet de créer ce qu'on appelle, des objectifs SMART. Donc pourquoi? Le S, il permet de répondre aux spécifiques. Ça veut dire que votre objectif ne doit pas être flou ou trop générique. Il faut savoir de quoi on parle quand on lit votre objectif. Donc sécuriser le circuit du médicament, on sait exactement qu'est-ce que l'on attend. Il faut qu'il soit mesurable, basé sur des indicateurs. Il faut qu'il soit atteignable par rapport aux ressources que vous avez en place ou qui sont disponibles dans votre établissement. Des fois, moi, je vois des plans d'action avec des actions qui sont inatteignables. On sait qu'on n'arrivera jamais à les mettre en place. Il vaut mieux taper un petit peu plus bas et se dire on met moins d'actions, mais on est sûr que, en tout cas, notre plan d'action va être réalisable, plutôt que d'avoir des plans d'action à rallonge avec plein d'actions où vous n'allez pas avoir du coup des objectifs atteints à 100%. Il faut que ça soit réaliste, donc cohérent avec vos contraintes aussi du terrain et avec la réalité du terrain. On sait la réalité des établissements sociaux et médico-sociaux à l'heure actuelle ou des services, donc il faut que ça soit quand même cohérent. Et il faut que ça soit temporellement défini parce qu'il faut que vous ayez une date d'échéance, comme je disais tout à l'heure, claire, avec une date d'échéance à dans 1 mois, à dans 6 mois, à dans 1 an. Pour atteindre l'objectif, il va falloir le découper en plusieurs actions concrètes.
Chaque action doit correspondre finalement, doit répondre à ces questions, pardon. Quelle tâche faut-il réaliser pour répondre à mon action? Pourquoi faire? Donc ça veut dire que pourquoi faire, c'est important. Il faut bien que je m'assure que mon action, elle ait un lien avec mon objectif. Donc il faut bien s'assurer que toutes les actions que l'on met dans notre objectif soient en lien effectivement, avec notre objectif général. Est-ce que j'ai des étapes intermédiaires? Est-ce que je ne peux pas des fois découper une action en 2 actions? Parce qu'elle est beaucoup trop conséquente et que peut-être ça va être du coup, réalisé par différents pilotes. Et quelles sont les contraintes? C'est important de mesurer quelles sont les contraintes matérielles, RH ou les délais qu'on nous impose. Donc il faut quand même avoir toutes ces informations-là. Je vous donne des petits conseils. Comme je vous le disais là, est-ce qu'il n'est pas nécessaire des fois de découper les actions trop longues en sous-actions? D'avoir peut-être 2, 3, 4, 5 actions, mais d'être sûr que celle-là, en tout cas, on va s'assurer qu'elle soit bien réalisable. Privilégiez les actions qui ont un impact réel sur l'objectif. Comme je disais, ne faites pas de votre plan d'action une usine à gaz. Évitez les actions qui sont trop vagues. Parfois, quand je lis des plans d'action en évaluation, je ne comprends pas. Je me dis, je ne comprends pas exactement où ils veulent en venir. Je ne comprends pas exactement quel est le lien avec l'objectif général. Chaque action doit avoir un responsable clairement identifié. Une personne, pas un groupe. Si vous mettez équipe qualité, on ne sait pas de qui vous parlez. Dans l'équipe qualité, je peux avoir un responsable, un assistant en qualité, un interne en qualité. De qui on parle? Qui doit fournir la procédure des projets d'accompagnement personnalisés? Qui doit la créer? Donc, il faut absolument qu'on ait les personnes en face. C'est pour ça que c'est la plupart du temps nominatif ou par la fonction, si vous préférez. Il peut y avoir dans un plan d'action des contributeurs ou des parties prenantes. Par exemple, vous voulez sécuriser le circuit du médicament. Eh bien, les personnes référentes, ça peut être le pharmacien ou la pharmacie d'officine. Ça peut être le responsable pharmacie. Ça peut être l'AS, du coup, référent pharmacie. Vous pouvez bien sûr avoir des copilotes et des personnes référentes. Mais il y a quand même une seule personne qui devra du coup rendre compte au copil pour dire où en est cette action. Donc il faut effectivement que ça soit toujours pareil au niveau des actions, que ça soit réaliste, que la tâche soit réaliste, que ça soit approuvé, que ça soit consulté en amont et que les personnes soient surtout informées qui sont pilotes d'action. Parce que parfois, on peut se rendre compte que, il y a des responsables d'action qui ne sont pas au courant, qui devaient mettre en place telle et telle chose. Donc, il faut bien sûr que la personne soit informée et qu'il y ait une consultation en amont de la mise en place de certaines actions dans le plan d'action. C'est pour ça qu'on dit que le plan d'action est un outil collaboratif et qu'il faut que ça soit un outil pluridisciplinaire. Effectivement, il y a des rôles pour définir les responsables. Le responsable, c'est la personne qui va exécuter l'action ou la tâche. Il va y avoir aussi parfois, quand vous regardez des procédures, il va y avoir des personnes qui vont valider, qui vont approuver, et cetera. L'autorité, c'est la personne qui valide et qui porte la responsabilité finale. Ça peut être le directeur, ça peut être un médecin coordonnateur sur une procédure. Consulter, c'est les personnes qui vont apporter un avis ou qui vont apporter une expertise. Et après, il y a ceux qui sont informés. Donc, c'est ceux à tenir informés, mais qui ne sont pas forcément impliqués activement. Ça peut être aussi les autres professionnels qui sont informés de la mise en place d'une nouvelle procédure. Donc, on a différents statuts dans la définition des responsables. Et ça, c'est important de bien différencier les rôles parce que parfois, on se confond. Il y a une, il y a une, il y a effectivement une phrase qui est importante, c'est un plan d'action sans échéance reste une intention. Donc effectivement, c'est important de mettre une date d'échéance parce que sinon, vous n'allez pas vous lancer, finalement dans la réalisation de ce projet et on ne va pas savoir quand est-ce que débute finalement le projet et quand est-ce qu'il se finit. Donc on met une date de début et de fin pour chaque action. La date de début, elle peut être dans 1 an,
c'est pas grave. Mais vous, ça vous permet dans votre rétro-planning de voir quels sont les projets que vous allez engager dans l'année en cours ou dans l'année suivante. Donc, une date de début et une date de fin. Il peut y avoir des jalons intermédiaires. Si l'action dure par exemple un an, vous pouvez vous programmer des points intermédiaires pour savoir où ça en est. Vous allez voir par exemple que sur Qualitéval, il y a la possibilité de mettre des commentaires où vous allez pouvoir faire un peu des points d'étape. Et attention de prévoir une charge de travail réaliste pour les différents responsables. C'est vrai que quand on rentre en démarche d'évaluation, parfois on peut avoir des plans d'action à rallonge. Mais du coup, finalement, ça limite un peu ce délai d'absorption des équipes. Ça ne permet pas de faire vraiment infuser toutes les informations sur le terrain. N'hésitez pas à prévoir quand même des dates qui sont échelonnées sur le temps. On n'est pas obligé d'avoir toutes les actions, toutes les procédures d'un coup. Et puis de toute façon, ce n'est pas réalisable et un évaluateur, il va très bien se rendre compte que ce n'est pas possible. Prenez le temps de déployer votre démarche qualité. Un plan d'action efficace doit être évaluable. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir quand même dans les actions un petit peu des indicateurs de succès. Ça peut être finalement des indicateurs quantitatifs, un chiffre, un pourcentage, des délais ou qualitatifs. Une évaluation positive, un feedback, un questionnaire de satisfaction pour évaluer, un retour du terrain, un questionnaire auprès des salariés. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, par exemple, le nombre de professionnels formés à la bientraitance ou le pourcentage de professionnels formés, le délai moyen de traitement d'un événement indésirable ou d'une plainte et réclamation, le nombre de professionnels satisfaits. L'indicateur, il doit être simple à collecter. Toujours pareil, on ne fait pas une usine à gaz. Des indicateurs très simples, liés aux résultats attendus. J'insiste, parfois, il n'y a pas d'indicateur. Ce n'est pas toujours possible. Mais sur certaines actions, on met en place des indicateurs d'efficacité ou de réalisation. Un bon plan d'action, c'est un plan d'action qui vit. C'est un plan d'action qui va évoluer avec le contexte. Parfois, vous allez avoir des actions qui vont être annulées. Parce qu'il y a 6 mois, ben, c'était le projet et finalement, ça n'allait plus. Parce qu'entre-temps, il y a eu un autre projet ou entre-temps, ben, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas être efficace pour nos équipes ou pour nos personnes accompagnées. Pas de problème de dire que l'action est archivée ou que l'action est annulée. Il faut cependant que vous mettiez en place votre comité de pilotage. Choisissez la régularité qui vous convient. Attention, ne faites pas 2 comités de pilotage par an. C'est pas assez, ça va pas rendre finalement la démarche qualité efficace. Peut-être tous les 2 mois si c'est un peu compliqué, à minima une fois par trimestre, et parfois, bah, du coup, on peut avoir des copies mensuelles, voire des fois traiter le plan d'action dans les réunions de direction, par exemple, et ça peut être hebdomadaire. Toujours ajuster le plan d'action si nécessaire. Il peut y avoir du coup, vous avez d'un coup une inspection, de l'ARS ou du conseil départemental. Ah, ça va peut-être ralentir un petit peu le plan d'action parce qu'on va devoir du coup ingérer toutes les actions que l'on a eues au niveau de l'inspection. Donc parfois, on va décaler des dates d'échéance sur certains projets, parce que ça ne sera plus la priorité et on va rajouter des actions à la suite d'un audit ou d'une inspection ou à la suite d'une auto-évaluation. À la fin, quand votre action est terminée, vous allez devoir l'archiver. Attention, archiver ne veut jamais dire supprimer. Quand je dis qu'on peut annuler une action, il ne faut jamais supprimer une ligne de votre plan d'action ou supprimer une action. Vous notez que l'action, par exemple, est annulée et vous justifiez. Vous notez, par exemple, que l'action est archivée et l'action, elle est archivée soit à 0, soit à 100%, mais elle est archivée à 100% parce que l'action est réalisée. Il faut garder cette traçabilité dans votre plan d'action, c'est important. On peut venir vérifier cette partie-là. Au niveau des bonnes pratiques pour un plan d'action, il faut co-construire ce plan d'action en équipe. C'est essentiel. Le plan d'action, un directeur qui le fait seul dans son bureau, ça n'aura aucun impact sur votre démarche qualité. Un plan d'action, ça se fait en équipe. Un plan d'action, ça se fait du coup à plusieurs autour d'une table et ça se discute en comité de pilotage. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler comité de pilotage, vous pouvez l'appeler revue qualité, comme vous voulez, hein, mais en tout cas, ça se discute. Il faut garder un plan d'action lisible, synthétique et opérationnel.
Prévoir des points de contrôle réguliers. Ah, est-ce que mon plan d'action, il est toujours à jour? Ben là, du coup, on est peut-être, à la fin du premier semestre de l'année. Je vais faire un petit bilan de mon plan d'action. Je vais m'assurer qu'il soit toujours à jour. Il y a peut-être c'est peut-être le responsable qualité, c'est peut-être, du coup, une autre personne, un référent qualité qui est chargé de cette mission-là ou une autre personne qui va s'assurer que le plan d'action est toujours correct. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant les résultats obtenus. En commentaire, c'est possible de venir justifier la réalisation de l'action en disant quels ont été les impacts pour les personnes accompagnées, pour les professionnels, les partenaires ou autres. Très important d'intégrer du coup les professionnels de terrain. Il n'y a que eux qui vont pouvoir faire des vrais retours de ce qui se passe sur le terrain. Il ne faut pas hésiter à les associer à la mise en œuvre de certaines actions, de certains plans d'action. Et aussi par rapport aux imprévus qui va se passer sur le terrain, de pouvoir réajuster notre plan d'action. Quelque chose qui a cassé sur le terrain, hop, on a un professionnel qui a remarqué que la porte coupe-feu finalement dysfonctionne. Très bien, il y a une problématique. Attention, événement indésirable, action dans mon plan d'action. Donc ça vient s'alimenter des imprévus que l'on va avoir dans la vie de notre établissement ou de notre service. Donc ça, c'était un peu pour rendre notre plan d'action, efficace. On va voir comment on va optimiser son plan d'action. Il y a des petites méthodes. Déjà, l'objectif, ça va permettre effectivement, quand vous allez du coup optimiser votre plan d'action, ça va permettre de gagner en efficacité, de mieux mobiliser vos ressources, d'éviter des pertes de temps inutiles derrière votre plan d'action parce que vous allez vous dire: «Ah non, mais cette action, en fait, elle est plus du tout à jour. Ah non, mais en fait, on a noté ça, mais on ne sait pas de quoi on parle». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois de se retrouver derrière une action et de dire: «Je ne sais plus pourquoi on l'a mise dans le plan d'action. Elle était pas assez précise. On ne se rappelle plus quelle était la source». Et plus vous allez optimiser, plus vous allez être opérationnel pour réagir au plus vite aux imprévus et aux changements. Donc, un plan d'action vivant, comme je disais tout à l'heure, c'est un plan d'action qui s'adapte, qui continue à produire du coup des résultats concrets. C'est un plan d'action qui vit en fait, hein, qui se met en mouvement. Un plan d'action qui n'a pas été mis à jour depuis 6 mois, attention, ça ne reflète pas votre démarche qualité. Donc effectivement, l'utilité de passer par un logiciel, ça vous permet quand même de driver, de manière, assez quotidienne, voire hebdomadaire, votre plan d'action si vous utilisez, le logiciel et que, vous en faites un peu votre logiciel de référence pour la démarche qualité. Il y a des leviers. Il faut déjà prioriser les actions à fort impact. Exemple: prévenir, les risques liés à la maltraitance des personnes accompagnées, c'est une action qui va avoir un impact important sur les personnes que l'on accueille ou que l'on accompagne. Il faut s'assurer que l'on n'ait pas des actions qui soient redondantes ou inutiles dans notre plan d'action. Des fois, vous avez, mettre en œuvre la démarche des événements indésirables et après vous avez déclaré des événements indésirables. Non. Peut-être qu'on peut les rassembler, mettre un objectif et dedans certaines actions. Plus on va être performant sur la gestion de notre plan d'action, plus on va pouvoir améliorer le suivi et des indicateurs. Au début, on n'est peut-être pas obligé de mettre des indicateurs. Vous allez voir, ce n'est pas obligatoire pour, par exemple, qualité-val. Mais peut-être que dans un deuxième temps, quand vous serez assez performant sur votre démarche qualité, pourquoi pas mettre en place des indicateurs. On clarifie toujours les responsabilités. Si le pilote n'est pas au courant, déjà c'est compliqué. Alors ça veut dire qu'il faut qu'il soit au courant, qu'il soit quand même, qu'il comprenne quel est son rôle et quelle est son action et qu'on ait bien défini qui fait quoi à quel moment, dans quel timing. Vraiment, n'hésitez pas à mettre des copilotes. Le logiciel fournit cette possibilité-là. Mettez des copilotes. Divisez la charge de travail si c'est trop lourd pour certains professionnels. Ça n'empêche pas que chacun peut avoir son accès pour noter ses informations. Et toujours quand vous avez des retours terrain, vous pouvez les intégrer en commentaire pour venir ajuster au fur et à mesure votre plan d'action. Donc, pour optimiser les ressources mobilisées, on vérifie qu'il n'y a pas de doublons ou d'actions inutiles. On mutualise les actions.
On vérifie que les ressources humaines sont bien réparties. Et est-ce qu'il y a des compétences qui ne sont pas utilisées dans l'équipe? On se rend compte que finalement, ah tiens, peut-être que tu as été formé référent bien-traitance, ben, ça serait peut-être bien finalement que tu aies des actions sur la mise en œuvre de la politique de bien-traitance. Des professionnels qui sont intéressés parfois pour la mise en œuvre de certaines actions. Un AS référent, un IDE référent sur, par exemple, le circuit du médicament. Est-ce qu'il ne pourrait pas, du coup, faire certaines actions pour sécuriser le circuit? On peut utiliser d'autres compétences que l'on n'a pas l'habitude peut-être d'intégrer dans notre plan d'action. Moi, effectivement, je préconise une revue mensuelle du plan d'action avec les parties prenantes. C'est une préconisation, attention. Vous faites ce que vous pouvez, comme vous pouvez par rapport à votre organisation. Mais plus on va être focus sur notre démarche qualité, plus on va avoir de temps consacré. Je ne vous dis pas de passer 4 heures sur votre plan d'action. Petit point du plan d'action, aujourd'hui, par exemple, on traite les actions en lien avec le soin. Très bien. Alors, tac, 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 aujourd'hui, on traite ça, ça prend peut-être 1 heure. Ah, la prochaine fois, on traite les actions en lien avec l'hôtellerie, par exemple, ou les actions en lien avec la restauration. Et on se donne peut-être des sujets par thématique. Et on déroule comme ça notre plan d'action. Si vous devez, du coup, déployer la totalité du plan d'action sur votre comité de pilotage, ça va être trop lourd. Faites des thématiques ou faites-le par pilote. Ou alors, moi, ce que je dis, c'est que chaque pilote arrive en comité de pilotage avec déjà un état des lieux de son plan d'action. Et comme ça, le responsable qualité ou la personne en charge du plan d'action peut un petit peu faire le point sur où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre de la démarche. Optimiser, c'est aussi mieux suivre. Comme je dis depuis tout à l'heure, choisir des indicateurs, c'est bien, mais il faut qu'ils soient parlants et simples à collecter. Il faut que ça permette de visualiser l'avancement. Je vous donne un exemple. Vous devez revoir la procédure des projets d'accompagnement personnalisés. Donc, remettre à jour ou mettre à jour la procédure des projets d'accompagnement personnalisés. Très bien. Dans cette procédure, ou le process, peu importe, il va falloir mettre à jour les projets d'accompagnement personnalisés. Sur 60, par exemple, résidents, il s'avère que vous en avez réalisé 30. En commentaire, ça peut être du coup 30 projets d'accompagnement personnalisés à jour au 24 juin, par exemple, 2025. N'hésitez pas à mettre des points d'étape avec les indicateurs. Aujourd'hui, point 24 juin, du coup, c'est peut-être 60% des PAP qui sont à jour. Quand vous faites un comité de pilotage, il faut un compte rendu. Vraiment, je ne suis pas là pour faire du coup le point sur l'évaluation, mais c'est des éléments de preuve essentiels. Vos comptes rendus de réunion, vos comptes rendus de comité de pilotage. Dans votre compte rendu de comité de pilotage, indiquez l'avancement de votre plan d'action. Par exemple, aujourd'hui, 3 actions traitées, ou alors aujourd'hui, du coup, la mise en place de 5 nouvelles actions dans notre plan d'action. Notez des informations dans vos comptes rendus du comité de pilotage, ça sera encore plus qualitatif. Un plan figé, c'est un plan d'action inutile. Comme on dit depuis tout à l'heure, il faut qu'il soit vivant. Donc, il faut recueillir les retours des professionnels, mais aussi des personnes accompagnées. Très important. Questionnaire de satisfaction sur la restauration. Hop, j'intègre les retours et je les mets dans mon plan d'action. Je repère les retards récurrents. Est-ce qu'on prend beaucoup de retard sur certaines actions et souvent sur le même service? Pourquoi? On identifie des obstacles. Là, effectivement, il y a des obstacles récurrents ou il y a des obstacles imprévus. Pourquoi? Et on ajuste les actions si nécessaire. Contenu, délai, priorité. Inclure le terrain, c'est gagner en adhésion. Inclure les professionnels, c'est gagner leur adhésion sur la démarche qualité. Si vous leur donnez un plan d'action, ils ne vont pas comprendre. C'est pas parlant pour tout le monde un plan d'action. Il y a bien des formations sur la démarche qualité, c'est pas pour rien. N'oublions pas que la base de la démarche qualité, c'est ce qu'on appelle le PDCA, Plan Do Check Act. Donc c'est un peu la roue de Deming. Peut-être que vous la connaissez. On planifie les actions, on les exécute, on évalue les résultats et on ajuste et on corrige pour progresser. C'est toujours la même méthode. Ça veut dire que l'on va planifier notre action, qu'on va mettre en œuvre notre action, mais qu'on va évaluer avec un audit, un questionnaire de satisfaction ou avec du coup un point sur le terrain
Ça fonctionne très bien, on garde sur le terrain. Ça fonctionne pas, on réajuste et on corrige. Sur la roue de Deming, la plupart du temps, autour de la roue, vous avez une petite cale qui est sous la roue. Pourquoi? Parce que si j'enlève cette cale, ben, ça veut dire que je vais reculer. Là, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez tout le temps dans une démarche d'amélioration continue. Si ma roue, elle est toujours en mouvement, elle ne va pas reculer. Elle ne va pas tomber tout au bout de la pente. Donc, ça vous demande d'être tout le temps dans une démarche d'amélioration continue. Vous avez 5 actions 5 questions à vous poser pour optimiser. Mon plan d'action est-il priorisé? Les actions sont-elles vraiment utiles? Les responsabilités sont-elles claires? Le suivi est-il simple et régulier? Et est-ce que nous intégrons les retours et les leçons du terrain? C'est-à-dire, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Est-ce que on l'a intégré dans notre plan d'action? Ça, c'est aussi important. Eh bien, la question, vous allez me dire, mais comment on fait pour ne pas se laisser déborder ou avoir un plan d'action à rallonge? Et en plus, on doit rester efficace. Donc, c'est toujours la bonne question. Il faut revenir à l'essentiel. Relier chaque action à un objectif. Limiter le nombre d'actions par objectif. Archiver les actions parasites qui vraiment ne nous concernent pas. Identifier ce qui peut être regroupé. Fixer une date à tous les objectifs et réviser et supprimer ce qui est obsolète. Attention, le plan d'action, ce n'est pas une to-do list sans fin. C'est vivant, n'oublions pas. À chaque point d'étape, on se demande si l'objectif est encore utile. Est-ce qu'il est toujours aligné avec le contexte de l'établissement? Sinon, on a la possibilité d'archiver et de justifier. Attention, un plan d'action utile, ce n'est pas celui qui contient le plus d'actions. C'est celui qui permet d'agir sur la qualité de vie au travail des professionnels, sur la prise en charge des personnes accompagnées, sur la lutte contre la maltraitance. C'est ça un plan d'action utile. Ce n'est pas parce que vous allez avoir 500 actions dans votre plan d'action qu'on va estimer que vous avez une bonne démarche qualité. Donc là, effectivement, je vous ai mis un petit exemple. Atteindre 100% de projets personnalisés mis à jour dans les délais, donc par exemple max d'ici 12 mois, d'ici la fin de l'année. Vous allez avoir par exemple un plan d'action, mettre à jour les modèles de projets d'accompagnement personnalisés avec un référent qualité. Le délai, c'est de 1 mois. Et l'astuce d'optimisation, ça va être de limiter les versions pour éviter la dispersion. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une version de trame de projet personnalisé. Il va falloir mettre à jour la procédure d'accompagnement personnalisé. Peut-être que c'est le référent qualité dans un délai de 3 mois avec réaliser un travail pluridisciplinaire. On veut du collaboratif, du pluridisciplinaire. Organiser un planning de réalisation des projets d'accompagnement personnalisé. Peut-être que là, ça sera le chef de service. Ça va être peut-être l'IDEC, qui vous voulez, dans un délai de 6 mois, avec une journée commune. Vous allez vous poser pour réfléchir à ce planning. Ça permettra d'avoir un gain de temps et de la cohérence. Donc ça, c'est toute la partie un petit peu théorique. Je vais vous montrer sur le logiciel. Bon, je vois qu'Antoine nous a abandonnés. Je pense qu'il n'a pas réussi, du coup, à se reconnecter. D'habitude, c'est lui qui drive la partie un petit peu... un petit peu... hop là. Tac. Et là, partager tout l'écran. Voilà. J'espère que vous allez voir mon écran. Au niveau de mon écran, donc là, vous êtes sur le logiciel Qualitéval. Donc, nous, on va s'intéresser qu'au module action. On n'est pas sur une formation logicielle, donc je ne peux pas tout vous montrer, mais on s'intéresse au module action. Qu'est-ce que l'on va venir voir sur ce module? Je zoome un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu petit. Donc là, par exemple, j'avais mis une action, assurer le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. Donc, si je clique sur mon action, hop là, j'arrive effectivement sur ma fiche action. Donc là, je vais avoir le nom, donc mon objectif. Assurer le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. Je vais avoir mon objectif de l'action, ça va être mettre en place un suivi de traitement des plaintes et des réclamations sur l'établissement et ça pourrait même être répondre aux critères impératifs. C'est une action, ça, que j'avais déjà dans mon plan d'action. Et là, du coup, je vais avoir la liste
de mes étapes, donc de mes actions. Donc, je dois créer une procédure plainte et réclamation. Je dois présenter la procédure à l'ensemble des professionnels et je dois créer un support adapté aux personnes accompagnées. Si possible, facile à lire et à comprendre ou en format adapté. Donc, ça, c'est mes différentes actions. Je peux mettre des informations complémentaires si j'en ai envie. Ici, j'ai la possibilité de mettre un indicateur d'efficacité. Donc, par exemple, ça peut être le nombre de plaintes et de réclamations récoltées. S'il s'avère que j'ai 2 plaintes et réclamations, ah, peut-être qu'il faut que je me pose des questions. Ça veut dire peut-être que mon formulaire, il n'est pas adapté. Ici, je peux avoir des effets attendus, donc ça peut être répondre aux plaintes et aux réclamations des personnes accompagnées. Et je peux mettre encore des informations complémentaires. J'ai aussi les moyens existants et les moyens à obtenir. J'ai la possibilité d'ajouter un document. Donc, ça veut dire que je peux ajouter une procédure, un document type, ce que vous avez envie. Et tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure en commentaire de suivi, c'est ici que c'est important. Il s'avère que l'on est le 24, je n'arrive pas à me suivre, voilà, 24 du coup 06 2025. Et là, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, donc on est sur mise à jour de la procédure en équipe. Après, ça peut être par exemple je vous donne un exemple, le 25/06/2025 et ça aurait pu être du coup validation de la procédure par la direction. On peut marquer les points d'étape. Ici, date de début, date d'échéance. Ça va vous la mettre automatiquement à un mois. Donc, date de début, date d'échéance. Donc, quand vous appuyez ici, vous avez tout simplement un calendrier. Donc, date de début, ben, du coup, après, vous pouvez la mettre quand vous voulez. Là, c'était une action que j'avais créée en 2024. Et date d'échéance, vous pouvez la mettre aussi quand vous voulez. Priorité. Est-ce que c'est une priorité forte? Donc, vous avez ici haute, moyenne et faible. Moi, pour moi, critères impératifs, plainte et réclamation, on est sur une priorité haute. Hein. Est-ce que j'ai des copilotes? Ici, vous allez pouvoir choisir les copilotes dans, bien sûr, les personnes qui possèdent du coup, qui ont déjà une fiche personne dans votre logiciel. Donc, je peux mettre qui j'ai envie en copilote. Je peux aller choisir des personnes aux ressources. Ça veut dire que, attention, ce ne sont pas ni des pilotes ni des copilotes, ce sont des personnes aux ressources. C'est des personnes que l'on va peut-être aller solliciter pour nous aider à créer cette procédure. L'origine. L'origine, c'est d'où provient cette action. Tout à l'heure, je vous disais que c'était multisource. Ça veut dire qu'on va savoir, est-ce que ça vient de l'auto-évaluation? Est-ce que je peux aller même choisir mon chapitre et savoir du coup, je peux même aller choisir mon chapitre sur les plaintes et les réclamations? Est-ce que ça provient du coup de l'évaluation, donc de la dite évaluation, ou est-ce que c'est des thématiques hors évaluation et ça peut être du coup des enquêtes de satisfaction, les droits des usagers, etc. Vous pouvez choisir bien sûr des différentes du coup origines et ça se met ici. Il y a des origines archivées parce qu'avant du coup on avait un autre référentiel, mais ça vous n'en tenez pas compte. Vous avez la partie coût. La partie coût, c'est seulement pour les actions du document unique d'évaluation des risques professionnels pour répondre à la réglementation. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Et après, vous pouvez avertir les personnes par courriel. Ça veut dire que les référents et les co-référents seront avertis qui sont pilotes. Enfin, les personnes pilotes et copilotes seront avertis qui seront du coup intégrés dans cette fiche action. Donc là, on peut envoyer un courriel. Et après, vous avez la possibilité d'enregistrer. Vous allez retrouver du coup effectivement votre action et vous avez la possibilité quand vous êtes sur votre action ici de la retrouver et vous avez cette possibilité de faire le suivi. Alors, comment on fait le suivi? Si je coche sur ça y est, j'ai créé la procédure, ça va me mettre ici un pourcentage de réalisation. Parce qu'ici, j'ai bien noté que j'avais mis à jour la procédure en équipe. Si je mets présenter la procédure, ça va m'augmenter mon pourcentage de réalisation. Quand j'ai terminé toutes mes actions, ça va me dire, hop, l'action semble terminée.
Est-ce que vous voulez l'archiver? Je vais pouvoir archiver mon action. Et une fois que j'ai archivé mon action, attention, elle n'est absolument pas supprimée, parce qu'on ne supprime rien, elle est archivée. Donc, je vais pouvoir l'archiver. Et je suis pas, voilà. Et je ferme. Donc, une fois que j'ai fini ici, donc là, je n'ai pas enregistré. Je vais vous montrer un exemple. Tac, tac. Et je vais vous montrer le pourcentage de réalisation et je fais enregistrer. Ici, vous avez vu mon pourcentage de réalisation s'est mis à jour, donc avec 67%. C'est comme ça que vous allez pouvoir prouver le suivi, qu'on va pouvoir comprendre comment vous drivez votre plan d'action. C'est avec toute cette partie-là. Donc, dans votre plan d'action, vous retrouvez effectivement celles qui sont finalisées à 100%, donc elles sont en verte. Vous avez celles qui sont à 0%, ben, ça veut dire qu'elles ne sont pas engagées encore, hein. Donc, n'hésitez pas à venir justifier. Vous voyez, il y a des actions, moi je dis toujours, les actions doivent commencer par un verbe, enfin les objectifs doivent commencer par un verbe à l'infinitif. Organiser, permettre, prévenir. Ayez toujours la même manière de créer votre plan d'action, sinon vous allez vous perdre. Donc ayez toujours la même manière de le faire. Vous avez du coup dans ce plan d'action la possibilité de faire des filtres. Est-ce que vous êtes sur des statuts en cours, programmés, archivés? C'est bien pour ça qu'elles ne sont pas supprimées. Est-ce que vous pouvez sélectionner par pilote? C'est ce qu'on disait. Donc, par pilote, est-ce que vous voulez que les actions, par exemple, que les miennes, donc de Cynthia Mugriero? Les états d'avancement, vous avez la possibilité aussi de savoir toutes les actions qui sont situées entre 50 et 100%. Les origines, vous voulez que les actions, par exemple, de vos critères impératifs. Ça, c'est possible. Que les actions du 1er juin au 30 juin. Les dates d'échéance, celles du coup qui arrivent à échéance ce mois-ci, ce trimestre, cette année ou l'année prochaine. Et après, par rapport aux priorités. Donc, vous pouvez filtrer votre plan d'action. Ici, vous met une alerte et vous dit qu'il y a une fiche du plan d'action du document unique qui n'a pas de coût. Mais ça, du coup, vous verrez que voilà, il y a d'autres webinaires ou d'autres vidéos pour le document unique. Vous retrouvez sur votre plan d'action le titre, la date de début, la date d'échéance dépassée, elle est mise en rouge. Vous retrouvez pilote, origine de l'action, avec la priorité, du coup, haute, faible ou moyenne. Et vous avez la date d'avancement. Voilà pour le logiciel. Bon, après, vous pouvez rentrer dans plus de détails. On a pas mal de vidéos aussi pour vous présenter l'utilisation du logiciel. Le logiciel va vous permettre de driver votre plan d'action, de répondre aux exigences du coup du référentiel, d'avoir un plan d'action par pilote avec des objectifs bien définis. Cependant, il faut quand même connaître les bonnes recommandations, celles que l'on vient de voir, pour créer un plan d'action efficace dans votre logiciel. Je vais arrêter le partage et vous remettre là-dessus. Alors, au niveau des questions, je vois que j'en ai pas beaucoup. Peut-être que c'est parce que j'ai été claire, on va voir. Alors, est-ce normal que les évaluateurs ne se basent pas sur notre plan d'action et leur échéance? Alors, normalement, l'évaluateur se base sur votre plan d'action. Donc, ça veut dire que l'évaluateur pour, beh, en tout cas, pour, valider le critère 3.10, il doit, regarder votre plan d'action. Donc normalement, il se base sur votre plan d'action et il regarde aussi un petit peu les échéances en cours. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est comme ça qu'on m'a formée. Donc, je regarde votre plan d'action et je regarde un petit peu les échéances. Après, les autorités, eux, regarderont du coup votre, plan d'action des critères impératifs. Voilà. Alors j'ai pas plus, de détails, madame Gomez, mais en tout cas, normalement, c'est censé fonctionner comme ça. Je vois qu'aussi vous avez posé une autre question. Comment intégrer notre rapport d'évaluation et faire des modifications sur le plan d'action? Faut-il tout retaper manuellement? Alors oui, effectivement, heu, hop les on a la possibilité dans le module évaluation d'intégrer votre rapport d'évaluation, pour pouvoir après avoir comme la partie auto-évaluation, ici, on a cette possibilité-là de réintégrer votre rapport d'évaluation.
Ça n'empêche pas que quand même, il va falloir du coup intégrer vos actions dans le plan d'action. Alors, normalement, vous n'êtes pas censé en avoir des millions de plans d'action dans votre, plan d'action d'évaluation, hein. Vous êtes censé, voilà, normalement, si vous avez un plus ou moins bon niveau, vous n'êtes pas censé en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup qui se regroupent aussi parce que, par exemple, dans le chapitre 1, au niveau de la personne, accompagnée, vous n'allez pas avoir beaucoup d'actions. Beaucoup sur le chapitre 3 et certaines sur le chapitre 2. Donc, intégrer le rapport d'évaluation pour s'auto-évaluer dessus, c'est possible sur la partie évaluation. Et sur la partie plan d'action, effectivement, il va falloir les intégrer avec la source évaluation. Alors, j'espère avoir répondu à vos 2 questions, madame Gomez. Je ne vois je ne vois pas d'autres questions. Heu, tac, au niveau du sondage, je vous ai mis un petit sondage. Du coup, pour savoir, voilà, si, vous voulez peut-être un accompagnement sur la gestion de votre plan d'action. Alors nous, on réalise effectivement, des formations et des accompagnements sur, le logiciel et sur l'accompagnement à la démarche, d'évaluation et d'auto-évaluation. Donc n'hésitez pas à nous dire, nous, on peut complètement vous recontacter. Il est quand même important de préciser pour conclure sur le plan d'action, ne passez pas trop de temps, à créer votre plan d'action. Ne faites pas un plan d'action trop détaillé, trop spécifique. Communiquez régulièrement avec vos professionnels, et avec les membres du CVS sur l'avancement de votre plan d'action. N'oubliez pas les membres du CVS pour ceux qui sont soumis à décret. Travailler, en équipe, pluridisciplinaire. Faites de votre plan d'action un outil collaboratif. Travaillez avec les équipes dessus. C'est la seule solution pour les faire adhérer à la démarche qualité. On sait que c'est compliqué la démarche qualité, je sais que c'est pas facile, en tant que responsable qualité d'intégrer toutes les personnes, dans cette mouvance, dans ce rythme de démarche qualité. Mais plus vous allez leur montrer ce que vous faites, plus vous allez être transparent, plus en tout cas ça fera de la qualité finalement un facilitateur, pour intégrer les équipes dans cette démarche d'amélioration continue. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a été, que ça n'a pas été trop compliqué parce que de l'autre côté, je ne vois pas, hein, donc je parle, mais je ne vois pas si tout est OK. N'hésitez pas à me dire, voilà, si ça a été pour que je puisse avoir les retours. En tout cas, je vous souhaite, une agréable, journée, sous cette chaleur, s'il y en a qui sont dans ma région parce qu'il fait très chaud et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.